Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui on poursuit la fabrication de notre tonneau de 50 litres et concrètement on va s'intéresser aux dimensions. Quelles mesures il faut donner à ce tonneau pour qu'il fasse nos 50 litres. Les dimensions qui nous intéressent, ça va être la longueur, donc la distance entre les deux fonds, le diamètre, le plus petit diamètre qu'on va trouver au niveau des fonds et le plus grand diamètre qu'on va trouver au niveau du bouge. Ce qu'on appelle le bouge, c'est la partie ventrue du tonneau. Un tonneau, si on le ramène à une forme géométrique, c'est un solide de révolution, c'est-à-dire tout simplement, pour faire un solide de révolution, il nous faut un axe. L'axe du tonneau, on va le trouver ici, il passe par les deux points de centre des fonds. Et autour de cet axe, on va faire tourner une surface plane qu'on va trouver ici délimitée par ces bords-là, donc le fond. Un bord ici qui va être commun avec l'axe, un autre bord qui correspond au deuxième fond. Donc là on a des droites, des segments de droite. Et puis cette surface elle va être aussi délimitée par cette douve là, qui elle va être courbée. Et c'est ça qui va nous poser problème par la suite pour calculer les volumes. On va voir pourquoi. Cette surface plane, on la fait tourner autour de cet axe, on lui fait faire un tour complet, une révolution du coup, et on obtient un solide de révolution. Il y en a plein, la sphère, le cylindre, tout ça c'est des solides de révolution. Le calcul du volume d'un tonneau, alors ça fait un bout de temps, il y a plein de mathématiciens qui se sont penchés sur la question. C'est compliqué parce que à cause de cette courbe là, elle nous pose problème parce qu'on ne sait pas trop exactement à quelle forme géométrique précise la ramener. Alors il y a eu plein de tentatives. La première qui est assez grossière, on va faire une simplification vraiment grossière de la forme du tonneau. On va le ramener à deux troncs de cône. Alors un tronc de cône c'est aussi un solide de révolution. Si on prend un cylindre qui va avoir un diamètre constant sur toute sa hauteur, et par exemple le diamètre du bas, on va l'augmenter. Donc on va avoir un grand diamètre et un petit diamètre, ça donne un tronc de cône. Et au lieu d'augmenter le diamètre du bas, sur notre cylindre, si on augmente le diamètre au milieu, on va grossièrement avoir la forme d'un tonneau, c'est-à-dire un petit diamètre qui va grandir jusqu'à avoir le plus grand diamètre et puis rétrécir pour revenir à la dimension du plus petit diamètre. Donc schématiquement, on peut ramener notre fût à deux troncs de cône qui sont réunis par leur grande base, qui va correspondre au diamètre du bouge. Le volume du tronc de cône, on le connaît, donc pour calculer le volume du tonneau, on le multiplie par 2 et puis ça va nous donner le volume. Alors l'équation elle est assez simple, on va prendre le diamètre, le plus grand diamètre qu'on va porter au carré, on va lui ajouter le petit diamètre au carré, et puis on va ajouter aussi le grand diamètre fois le petit diamètre, tout ça multiplié par la longueur totale fois pi divisé par 12, et on aura le volume de deux troncs de cône. Alors ça correspond pas exactement au volume d'un tonneau, c'est plus bas en fait, ça sous-estime le litrage, tout simplement parce que ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon, mais cette partie-là, sur un tronc de cône, c'est un segment de droite, mais sur mon tonneau, c'en est pas un, quoi. Il y a une courbure, ce qui fait qu'ici, là, si je mets une droite ici, j'ai un écart là. Et dans cet écart, on va en mettre du liquide. Donc le calcul par le volume des troncs de cône, il est un peu trop bas. On va trouver par la suite des mathématiciens qui vont se dire, bon, on va considérer que cette courbe, c'est une ellipse. Alors l'ellipse, c'est... on va passer vite fait là-dessus, parce qu'il y a plein de sites de mathématiques qui vous expliqueront ça mieux que moi. En gros, ça fait partie des coniques. C'est-à-dire qu'on prend un cône, le cône de révolution, et on le coupe avec un plan, et en fonction de l'angle du plan, s'il est commun à l'angle du cône, ou s'il est plus faible ou plus important, on va obtenir une ellipse ou une parabole ou une hyperbole. Bref, il y a un mathématicien anglais qui s'appelle William, je ne sais pas comment ça se prononce, William Ugetred, on va le faire avec l'accent, William Ugetred,
bref, je ne sais pas le prononcer, peu importe, lui il va considérer que le bord, ici, cette courbe-là, ça correspond à une ellipse. Et il va, alors là on est à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, hein, en gros. Et il va donner une formule de calcul. Alors, à l'inverse, cette formule, elle va un peu surestimer le litrage du tonneau, parce que quand on regarde cette courbe-là, c'est vrai qu'un tonneau, on a l'impression que c'est une courbe qui fait toute la longueur. En fait, c'est pas le cas. La courbure de la douve, à peu près, elle va être répartie sur cette partie-là. On peut grossièrement couper la douve en 3 parties. La partie centrale ici qui va être courbée, mais après, de là jusqu'à l'extrémité, en fait c'est une ligne droite là. Il n'y a pas de courbe ici. Donc la courbe elle est là, et puis après ça part jusqu'aux extrémités en ligne droite. C'est vraiment ça, hein, qui pose problème. Donc le calcul par l'ellipse, il va être plus précis qu'avec les troncs de cône, mais par contre lui il va au contraire surestimer un petit peu. La formule elle est assez simple aussi. On va prendre le diamètre, le plus grand diamètre au carré, et on va le multiplier par 2. On lui ajoute le plus petit diamètre au carré, on multiplie ça toujours par la longueur, par pi, et on divise par 12. Et on va obtenir comme ça un volume qui va considérer que cette courbe est une ellipse. On a un autre mathématicien un anglais aussi qui arrive un peu plus tard et qui est plus du 19e, et qui va donner une autre formule qui correspond, je ne sais pas à quelle forme elle correspond, mais elle approche assez la formule de William, tiens, on va l'appeler William, qui est basée sur l'ellipse. Il y a d'autres calculs qui vont considérer que cette courbe est plutôt une parabole. On arrive à une autre équation qui va également surestimer un petit peu le litrage, parce que de la même manière, on ne prend pas en compte les parties droites. Je ne vais pas vous énumérer toutes les formules mathématiques comme ça. Je vais aller voir sur le blog. Je vais faire un article où je reprendrai toutes les équations. Comme ça, vous aurez tout à disposition. Donc l'ellipse et la parabole, voilà, on a des volumes qui vont être un peu trop importants. Et au XVIIIe siècle, il y a un certain monsieur Camus qui fait une publication. Alors c'est dans les mémoires de l'Académie des sciences, l'Académie royale des sciences. Et alors lui, il va proposer une forme qui s'approche là carrément plus de la réalité, parce que il va séparer. Il va séparer cette douve en plusieurs parties, et en gros il fait cette séparation, c'est-à-dire que entre ces deux points, il va considérer que c'est un arc de parabole. Bon, donc on a une courbe, et puis de ces deux points jusqu'aux extrémités, il considère que c'est une ligne droite qui correspond aux tangentes de cette parabole. Là, ça commence à devenir plus intéressant, parce qu'on a quelque chose qui est vraiment beaucoup plus proche de la réalité, quoi. Parce qu'effectivement, on retrouve cette courbe et puis ces droites-là. Donc lui, il va sortir une formule qui est vraiment assez précise. Le problème qu'elle pose, c'est qu'elle est plus compliquée. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas vraiment compliqué, mais elle est plus longue à calculer. Donc ça pose pas de problème quand on fait des maths, mais ça pose problème parce que l'objectif de tout ça, évidemment, c'est de pouvoir jauger rapidement la capacité d'un tonneau. Parce que voilà, quand on parle de tonneau, on parle très vite de commerce, de transport de marchandises, de commerce et commerce d'alcool souvent. Donc pour éviter soit les fraudes, soit les désaccords entre le vendeur et l'acheteur, en fait l'enjeu il est là, il est de pouvoir jauger très rapidement un tonneau. Ça va être intéressant aussi pour les taxes, hein. Pour l'octroi par exemple, ce qui fait que quand on entre des marchandises dans une ville,
on va avoir une taxe à payer en fonction du litrage. Donc les tonneaux, il faut des moyens de savoir très vite, de connaître très vite leur capacité. Donc cette formule de Camus, elle est super, mais elle est un peu compliquée. Donc une trentaine d'années plus tard, il y a un monsieur Dez, c'est pareil, c'est un mathématicien qui fait partie de l'école militaire royale, et qui va la simplifier. Donc il va donner une formule un peu réduite qui va donner vraiment des résultats assez similaires à celle de Camus. Alors ça c'est bien, ça va permettre de calculer. Le problème qui se pose, c'est les dimensions, enfin pas les dimensions, les proportions des tonneaux, parce que d'un pays à l'autre, on va fabriquer les tonneaux vraiment très différemment, puis d'un tonnelier à l'autre aussi. C'est-à-dire dans certains coins, ils sont plutôt courts et puis plutôt trapus avec un bouge qui est très prononcé. Dans d'autres régions, ils vont être plus hauts, plus des diamètres moins importants, beaucoup plus effilés. Et ce qui fait qu'on a une marge d'erreur. En fait, avec les formules de calcul, ces formules, elles vont servir à construire des jauges, en fait, sur des espèces de bâtons en fer ou en bois, qui vont être introduits par le trou de la bonde. On va aller chercher, en fait, la diagonale qui va du trou de la bonde au point le plus éloigné, c'est-à-dire le coin là-bas vers le fond, avec un système de graduation qui va permettre de lire très rapidement la capacité du tonneau. Ça fonctionne. Le problème, c'est que ça fonctionne pour une forme de tonneau, et que si on s'éloigne de cette forme, on va avoir des erreurs qui vont augmenter un petit peu. Donc ça, c'est pour ça que ça va occuper beaucoup les mathématiciens, parce qu'il y a un enjeu économique énorme, en fait, derrière tout ça. Du coup, alors à la fin du 18e, on a, avec la mise en place et puis le déploiement du système métrique, on va avoir une tentative de normalisation de tout ça. C'est-à-dire que le gouvernement va essayer d'imposer des proportions communes pour toute la futaille. Et alors c'est assez rigolo ça. Donc c'est l'instruction de Pluviose en 7. Alors ça correspond c'est au tout début de 1799. Donc là on est en plein dans les débuts du système métrique et de la normalisation qui l'accompagne, quoi. Et du coup le gouvernement va dire, donc il va proposer des proportions, et ces proportions c'est les suivantes. Si on prend la longueur là du tonneau, qu'on la divise en 21 parties égales, ça va nous donner une unité de mesure on va en mettre 16 pour faire le diamètre du fond, et puis 18 pour faire le diamètre du bouge. Donc voilà, 16, 18, 21. Proportion unique pour toute la futaille. Alors c'est super, parce que ça fait là ça simplifie tout. C'est-à-dire que les mecs, comme ils n'arrivaient pas à trouver de moyens mathématiques de calculer efficacement tous les tonneaux, quelle que soit leur forme, et on prend le problème à l'inverse, et on dit en fait on va faire tous les tonneaux identiques, comme ça sera beaucoup plus simple. C'est pas bête. Et puis ils fournissent aussi la formule de calcul qui va avec. Alors eux, ils sont pour le calcul du volume, ils sont partis sur le volume du cylindre. Et donc là, la difficulté, c'est de trouver à partir de quel diamètre, sur quel diamètre on se base. Donc évidemment pas sur le plus petit, pas sur le plus grand. Ça va être une moyenne entre les deux. Et en fait, ce diamètre, alors on trouve dans les textes qu'ils ont pas mal tâtonné avant de trouver. C'est pas venu d'un coup non plus. On va faire la différence entre le grand diamètre et le petit diamètre. On prend le tiers de cette différence et on la retranche au grand diamètre. Ça nous donne un diamètre moyen sur lequel on va se baser pour faire après on fait le volume d'un cylindre de manière classique. Et on va trouver le volume du tonneau. Ça marche assez bien. Alors avec ce type de fût. Alors c'est rigolo parce que les fûts avec ces proportions, ça va s'appeler la futaille métrique. Voilà, système métrique, futaille métrique, roule. Ça c'est très
ça aurait été très pratique. Parce qu'en fait, si on regarde bien maintenant, de la futaille métrique, il y en a pas. On a encore, en Bourgogne, on fait des fûts plutôt comme ça. Ça, c'est une pièce bourguignonne, assez court, assez ventru. Si vous allez dans le Bordelais, c'est plutôt les fûts sont plus longs, le diamètre est plus petit, et puis ils sont moins bougus. Dans le Cognac, c'est l'inverse. On a un peu plus de bouche. Enfin, voilà, chaque pays a gardé ses traditions au niveau des proportions. Parce que à l'époque, en fait, les fabricants de tonneaux ont dit que c'était que ça amenait des contraintes énormes et que c'était insurmontable. Bon, en vrai, ça les a un peu emmerdés parce qu'il fallait à cette époque, les tonneliers, ils font vraiment tout à l'œil, c'est-à-dire qu'on prend aucune mesure. C'est beaucoup le litrage qu'on voit, la capacité qu'on voit beaucoup à cette époque, c'est le poinçon. Et le poinçon, chaque tonnelier fait le poinçon comme son père lui a appris à faire, et puis les mesures, elles sont dans l'œil et puis roulent, quoi. Donc on peut avoir des variations de litrage et de forme en fonction des régions, puis en fonction du gugus qu'a fabriqué le tonneau, qui sont assez énormes. Mais ça va vite à fabriquer. Et là, on leur demande de standardiser le truc, du coup de prendre des mesures et de faire toujours la même chose. Enfin bref. Donc il y a eu un poil de mauvaise foi quand même, parce qu'ils ont commencé à dire que c'était déjà que techniquement c'était chaud, quoi, et que en plus, encore même si on faisait un tonneau avec les dimensions précises, le bois ça gonfle, ça se rétracte, tout ça, donc ça va faire des litrages qui vont changer. Et puis si on fait une réparation sur un tonneau, qu'on change une douelle, ça va aussi changer le litrage. Donc c'était trop compliqué. Finalement, ils ont abandonné le projet de la futaille métrique. Du coup, bien évidemment, c'est ce qu'on va faire, de la futaille métrique. Parce que c'est chouette en plus, la futaille métrique, les proportions sont très jolies. C'est des fûts qui sont assez courts par rapport à leur diamètre. Le bouge n'est pas très prononcé. Quand on regarde juste les dimensions sur le papier, on se dit ça va faire un truc un peu bizarre. Puis en fait, moi j'ai commencé à en fabriquer, puis je trouve ça vraiment chouette. Ça fait des très jolis tonneaux. L'avantage, c'est qu'en plus, on a le gouvernement nous a donné les mesures. Il y a des tableaux de mesures avec 50, 100, 150 litres, etc. Parce qu'en plus, ils voulaient que ça soit des litrages qui tomberont, quoi, pour simplifier encore le truc. Donc notre fût de 50 litres en futaille métrique, les dimensions sont les suivantes en longueur intérieure. Ici, on va avoir 454 mm, donc 45 cm et demi, quoi, en gros. Au niveau du diamètre du bouge, du plus grand diamètre, on va faire 389 mm. Et puis au niveau du plus petit diamètre, au niveau du diamètre des fonds, 345. Ça va nous donner un fût de 50 litres. Alors, si vous voulez faire autre chose comme proportion, tout est possible, hein. En gros, il faut... moi, je me suis fait une petite feuille de calcul sur un tableur. C'est super pratique, parce qu'en gros, j'ai mis toutes les formules de calcul. Ça, c'est juste par curiosité, parce qu'elles sont pas toutes bonnes, hein, mais en gros, entre la formule par les troncs de cône qui est trop faible, et puis la formule par l'ellipse ou la parabole qui sont un peu trop fortes, puis d'autres formules encore plus simples, celle des douanes, justement, pour contrôler très vite, là, qui surestiment un peu le truc. Après, entre tout ça, on arrive à trouver quelque chose de correct. Moi, j'aime beaucoup, je me base beaucoup sur les formules de Camus et de Dez, parce que voilà, le coup de la parabole et des tangentes, ça me va bien. Puis ils obtenaient des très bons résultats avec ça. Ensuite, ce qu'on peut faire varier pour un volume, on peut faire varier la hauteur du tonneau et puis les diamètres. Ça, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez faire un fût très ventru ou plutôt effilé. Il faut juste que ça reste cohérent et que ça reste quelque chose de réalisable. C'est-à-dire que la pente, elle a vraiment pas besoin d'être très prononcée. Si vous avez un cintrage léger, bon, déjà ça facilitera pour le cintrage, on prend moins de risques, hein, parce qu'on a moins
on a moins de courbure à donner au bois. C'est un peu plus chiant pour les cerclages, parce que la mesure du cercle, si vraiment la pente est très 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 légère, la mise en tension du cercle, l'endroit où il va arriver à sa place définitive, il faut qu'il ait la tension correcte. Et si la pente est trop faible, il faudra prendre la mesure très très haute. Donc en gros, ça va être un peu plus compliqué à régler. À l'inverse, si on a trop de pente, on va avoir des problèmes de cerclage, parce que si la pente est vraiment trop importante, on aura beaucoup de soucis à mettre le cercle en place. Ça fait ressort, il rebondit, c'est un peu pénible. J'ai fait une vidéo déjà là-dessus, c'était sur un saut de puits, où justement les sauts de puits, on a des formes assez évasées, et les cerclages peuvent être un peu pénibles à mettre en place des fois. Encore une fois, je ne vais pas vous donner de dimensions, de mesures, de proportions précises. Faites juste quelque chose de cohérent, quoi. Voilà. Donc notre futaille métrique, on a les mesures. Alors le gentil gouvernement nous donne les dimensions, mais intérieures, bien sûr. Alors il faut, par exemple, on a cette longueur intérieure, il va falloir rajouter un petit peu à chaque extrémité. Alors en gros, on va rajouter la largeur du jable, la rainure où le fond vient s'emboîter, plus le peigne, c'est-à-dire la partie qui dépasse après le fond. Ici, je sais pas, je dois avoir 6 cm, un truc comme ça. Mais ça, c'est une pièce, ça fait 228 litres. Et sur un fût de 50 litres, allez, on va compter 5 cm. On met 5 cm de chaque côté, plus un demi de chaque côté pour le jable. 5, 10, 11, ça fait 11, ça fait 110 mm de plus de chaque côté. On était à 454, on va arriver à 564 mm de longueur. Alors attention, parce que cette longueur, c'est la longueur du morceau de bois si on fabrique un cylindre. C'est-à-dire que ça ne prend pas en compte la courbure. Il va falloir du coup ajouter un petit peu de longueur encore pour prendre en compte cette courbure. Qu'est-ce qu'on ajoute en plus? On va le calculer, on simplifie un petit peu encore une fois, parce qu'on va considérer que là on a une ligne droite, et puis c'est Pythagore qui va nous aider. Le carré de l'hypoténuse, alors sur un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés adjacents. On a un côté du triangle ici qui va correspondre à la moitié de la hauteur de mon tonneau. Un petit côté ici qu'on va trouver en faisant le grand diamètre moins le petit diamètre divisé par 2. Ça va nous donner cette distance. Ça au carré plus ça au carré, ça va nous donner cette longueur au carré. Et on va sur un fût de cette dimension, on va trouver en gros à la louche, on va ajouter 1 cm de chaque côté. Donc on ajoute 2 cm en tout, et puis on est bon. C'est de l'à peu près, parce qu'on verra plus tard qu'on peut encore faire quelques réglages en fonction de l'endroit où on va tailler le jable. C'est-à-dire voilà, les petites approximations qu'on fait, on va pouvoir les récupérer à la fin en mettant le jable avec un écartement correct. Et puis même avec tout ça, le but, encore une fois, c'est de faire un tonneau qui va contenir à peu près 50 litres. On peut évidemment pas faire un truc précis, vraiment au centilitre près. Voilà en gros pour ce qui est des proportions, des dimensions du tonneau. L'étape suivante, ça va être de se fabriquer la petite clé, le petit calibre qui va nous permettre d'appliquer ces mesures à toutes nos douves, ces proportions. Ça, je passe là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à aller la regarder. Simplement, dans le tracé de cette clé, il ne faudra pas oublier, comme là on a parlé des dimensions intérieures, donc si vous travaillez sur le rayon, pas oublier d'ajouter l'épaisseur du bois qu'on va travailler. Puis si vous partez sur le diamètre, 2 fois l'épaisseur, bien évidemment. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Allez faire un tour sur le blog. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous mets le lien vers l'article du blog où je vais vous mettre toutes les formules
qu'on a évoqué pour le calcul des tonneaux. Puis voilà, comme ça permettra de faire un peu des essais pour tout ça. Et la prochaine fois, bah ça y est, hein, on va tailler le bois, ça y est, on va s'y mettre. À bientôt, salut. Ah merde, et j'ai oublié Kepler. Ah bah on en reparlera. Kepler. Kepler, il était plutôt astronome lui, mais il est connu pour la description et le calcul des trajectoires des orbites des planètes autour du Soleil, les lois de Kepler. Mais du coup, pour être astronome, c'était un bon mathématicien forcément. Et il s'est intéressé au volume du tonneau. Alors c'est rigolo parce que c'était pour son mariage, pour son deuxième mariage, c'était début 17e, je crois 1612 ou 1615, je sais plus. Et pour la noce, il achète du vin et il est un peu intrigué par le marchand de vin justement qui a une velte du coup, cette espèce de jauge là, puis il met son bâton dans le tonneau, il mesure comme ça, puis et il détermine le litrage et puis il lui fait payer en fonction de ça. Et du coup, le Kepler, il se dit c'est quand même un peu bizarre son truc là. Parce qu'il mesure comme ça des tonneaux qui ont des formes très différentes. Et du coup, Kepler a fait un... Alors je crois que le mariage, ça devait être en 1612, et en 1615, il publie un traité de mathématiques qui est super important en fait. Donc c'est un traité de stéréométrie appliqué au tonneau. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, dans ce truc-là, il y a des idées qui sont carrément nouvelles pour l'époque et qui vont avoir des retombées par la suite. C'est-à-dire qu'il va aborder le volume du tonneau comme c'est une forme qu'on ne connaît pas. Il va essayer de la diviser en une infinité. En fait, c'est les débuts du calcul infinitésimal, quoi. C'est-à-dire qu'un cercle, il va considérer que c'est un polygone qui a un nombre infini de côtés. Et c'est les bases du calcul infinitésimal, c'est-à-dire des dérivées et des intégrales. C'est pas lui qui a inventé ça, mais dans ce truc-là, à cause d'un vendeur d'un marchand de vin qui mesurait le litrage des tonneaux, et dans ce traité de mathématiques, il a l'idée, il pose les bases du calcul d'un truc qui va révolutionner les maths, quoi. C'est ouf. Il n'y en a plus de café. Je me casse.